Bienvenue au Mental Life Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers un chemin rayonnant de santé. Aujourd'hui, Julia et moi allons parler de boutithérapie et de la place de la femme dans notre société. Julia travaille dans le milieu de la formation. Elle est instructrice en boutithérapie et elle s'engage au quotidien pour un monde plus juste et plus inclusif. Bienvenue sur le podcast, Julia. Merci. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer c'est quoi la boutithérapie? Oui, bien sûr. Donc la boutithérapie, c'est un concept qui a été développé par une femme qui s'appelle Maimouna Coulibaly, il y a presque 30 ans maintenant, et qui consiste à, en fait, c'est un outil de libération à travers la danse. Donc en fait, c'est des cours de danse à la base assez classiques, on apprend des chorégraphies, etc. Mais derrière, il y a toute une philosophie, et c'est vraiment bouger ses fesses pour se libérer, pour reprendre confiance en soi, pour se libérer aussi de ses complexes, de ses traumas, de tout plein de choses qu'on a pu vivre dans une ambiance très bienveillante avec beaucoup de soutien mutuel. Ok, donc en fait, c'est comme un espèce de moyen d'expression à travers la danse, c'est ça? Exactement, c'est ça. Toi, ça fait quelques années que tu enseignes. Comment est-ce que tu as pu voir que cette méthode, elle aide les femmes à se réapproprier leur corps, leur espace? En fait, ce qui se passe, c'est que je le vois notamment parce qu'il y a très souvent, voire presque toutes les semaines, des nouvelles élèves, parce que c'est un cours qui est ouvert toute l'année. Et je vois la différence entre quand elles arrivent, où elles sont un peu timides, elles s'excusent un peu d'être là. Enfin, j'exagère un petit peu le trait, mais il y a un côté très sur la réserve, très discret. Et puis, plus ça vient, plus elles osent en fait. Elles osent prendre de l'espace, elles osent bouger leur corps, même si elles n'arrivent pas forcément parfaitement à faire les mouvements. D'ailleurs, c'est pas le sujet. C'est juste le sujet justement de danser comme on est et avec ce qu'on a besoin de danser aujourd'hui, peu importe la forme de notre corps, notre couleur de peau ou quoi que ce soit. Et par exemple, il y a une anecdote que j'aime bien donner, c'est que la plupart des personnes qui viennent à un cours pour la première fois, elles sont souvent en legging, bien serrées, bien gainant, etc. Et puis au bout de quelques cours, on se rend bien compte, déjà en legging, les fesses, elles bougent moins. Et du coup, voilà, on ose se mettre en short. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais moi jamais j'aurais osé venir en short à un cours de danse. Et moi, personnellement, c'était le cas la première fois que je suis venue à un cours de boutithérapie en tant qu'élève. J'avais le bon legging bien serrant, etc. Et puis la première fois que j'ai mis un short, c'était déjà une épreuve pour moi. Pourquoi c'est important de bouger nos fesses? Et est-ce que c'est un acte de féminisme de bouger ses fesses aujourd'hui? Alors c'est vrai que ça peut paraître contradictoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de détracteurs qui se gênent pas pour nous le rappeler. Mais pourquoi bouger ses fesses, c'est un acte féministe? Déjà, les fesses, c'est un endroit du corps, c'est une partie du corps qui a été beaucoup sexualisée en fait, qui a été rendue, même on a dit que c'était vulgaire, que le twerk c'était vulgaire, etc. Et en fait, quand on remonte un petit peu en arrière, toutes ces danses qui mettent en avant les mouvements du bassin, c'est des danses traditionnelles, c'est des danses de trance, c'est des danses qui étaient dansées dans des rituels, etc. On parle par exemple du mapuka, qui est un ancêtre du twerk, qui est originaire de la Côte d'Ivoire et qui était dansé par les femmes dans des cérémonies, dans des lieux de célébration, etc. Ça n'avait rien d'une danse vulgaire ou sexuelle. Au contraire, c'était une danse de trance, une danse sacrée. Et en fait, merci le patriarcat, ces danses ont été vraiment complètement déviées finalement de leurs ambitions initiales et complètement dépourvues aussi de leur sens initial, parce que quand on remonte à l'origine de ces danses, donc à la boutithérapie, donc Maimouna, elle a vraiment s'est inspirée d'énormément de danses différentes. On peut parler de la soca, du dombolo, du coupé-décalé, et la grande majorité de ces danses, elles ont aussi des histoires très politiques. C'était des danses qui étaient dansées justement dans des lieux d'oppression, dans des lieux de dictature, etc. pour justement reprendre le contrôle de son expression, de ce qu'on avait envie de dire, de prendre le droit en fait de prendre de l'espace. Et donc c'est pour ça que bouger son corps et bouger son bouti à la boutithérapie, ça a ce côté très empouvoirant, parce que justement ça nous libère des carcans et des choses qu'on nous a mis dessus. Mais en fait, moi, mon hypothèse, c'est que pourquoi on a rendu cette partie du corps à ce point tabou, etc. C'est parce qu'on voit, quand on le bouge, quand on libère cette partie du corps, à quel point ça nous rend puissantes et ça nous redonne notre liberté. Et ça fait peur forcément. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2024, on a encore besoin de libérer la parole des femmes, le corps des femmes, à ton avis? C'est vrai qu'on en a un petit peu marre d'attendre. Pourquoi on a encore besoin? Parce qu'un commentaire que j'entends souvent, c'est « Oui, mais c'est bon, maintenant on est égaux. Les hommes, les femmes, les personnes blanches, les personnes de couleur, on est égaux. En fait, il faut qu'on arrête. Les personnes hétérosexuelles, homosexuelles, c'est bon, on a passé ça. »
Bah, c'est pas vrai. Déjà, premièrement, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on entend souvent aussi, ah, mais vous vous plaignez, les occidentales, alors regardez les femmes en Iran, en Afghanistan. Alors c'est vrai, c'est terrifiant. Et j'ai envie de demander à ces gens-là, mais c'est vrai, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais pour te battre pour ces femmes-là? Plutôt que finalement minimiser et ridiculiser les mouvements féministes. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, il y a encore énormément de problèmes. On peut parler des inégalités salariales, on peut parler des chiffres quand même terribles des violences sexistes et sexuelles qui sont énormes. Des féminicides. Des féminicides, de la division sexuée du travail, où on voit bien quand on regarde un petit peu le travail des femmes versus le travail des hommes, ce qui est le plus valorisé. Même dans les métiers dits exclusivement féminins, quand on regarde dans les plus grandes strates hiérarchiques, on retrouve des hommes. Donc en fait, je pense que ces personnes, malheureusement, n'ont pas forcément en tête tous les chiffres qui existent. Donc non, le problème n'est pas résolu, clairement. Et j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais j'avais lu que si ça continue à ce rythme, il faudrait attendre plus de 200 ans pour atteindre l'égalité complète entre les hommes et les femmes. Donc je pense qu'il faut mettre un petit coup d'accélérateur. Et bouger ses fesses, c'est donner un coup d'accélérateur? Entre autres, c'est vrai que quelque chose qui revient souvent parmi mes élèves, c'est que les cours de boutithérapie, ça leur donne un espace sécurisé où elles peuvent justement complètement prendre leur place. Et le fait d'expérimenter ça et de voir à quel point ça fait du bien, mais vraiment, ça fait du bien physiquement, ça fait du bien intellectuellement, ça fait du bien émotionnellement, et ça les recharge pour après, dans leur quotidien, dans le monde du travail, dans le monde même du privé, d'oser dire, d'oser prendre la parole et de pas se laisser faire. Ça me conduit à ma prochaine question. Pourquoi est-ce que d'après toi, c'est tellement difficile, même qu'on en a consciemment envie, de prendre de l'espace, de prendre de la place, de faire du bruit en tant que femme? Alors, je pense que ça vient de notre socialisation très genrée, c'est-à-dire que quels que soient finalement les parents qu'on a ou quoi que ce soit, on vit dans une société avec des rôles féminins et masculins extrêmement genrés et qui nous finalement qui nous imposent une différenciation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou intellectuelles, encore une fois, qui sont assignées aux hommes et d'autres qui sont assignées aux femmes. Donc par exemple, les femmes, elles sont plutôt discrètes, elles sont plutôt, elles doivent être jolies, gentilles, souriantes, bienveillantes. Elles aiment s'occuper des autres. C'est pas qu'elles doivent, c'est qu'elles aiment. C'est ça qu'on leur fait croire. Et de l'autre côté, les hommes, ils sont courageux, ils sont téméraires, ils sont déterminés, ils sont ambitieux, etc. Et donc, en fait, si on vient à s'extraire de ces normes genrées qui nous sont imposées par la société, et c'est inconscient, hein. Aucun parent ne dit à ses enfants, enfin, j'imagine qu'il y en a, mais effectivement, maintenant, en 2024, les parents disent moi, j'éduque pareil mon garçon et ma fille, etc. Mais tout ça, c'est des processus inconscients, et il y a de nombreuses études qui ont été dans ce sens-là. Mais c'est plus fort que nous, en fait. Même si on essaye, ça fait des années que j'essaie de me déconstruire sur ces sujets-là, il y a plein de biais dont je suis encore coupable, dont je me rends coupable, et aussi, évidemment, dont je souffre. Mais du coup, tout ce qu'on fait, tous les comportements qu'on adopte, qui nous font sortir, en fait, finalement, de ce scénario qu'on attend de nous, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit être, quelle image on doit représenter, ça a un coût. En fait, ça a un coût social. C'est-à-dire, on entend souvent une femme, par exemple, qui parle fort, une femme qui exprime ses idées avec détermination, etc. Elle va être qualifiée d'hystérique, de colérique, d'avoir les dents qui rayent le parquet, etc. Alors qu'un homme, on va dire de lui qu'il est assertif, qu'il est ambitieux, qu'il a de la vision dans l'avenir, etc. C'est assez incroyable, d'ailleurs. Il y a même des études, pour la petite anecdote, j'aime bien les petites anecdotes comme ça, parce que on a mesuré le nombre de décibels à partir de quand on disait d'une femme qu'elle parlait trop fort, et pareil pour un homme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une différence, c'est-à-dire les femmes peuvent juste avoir moins de décibels avant qu'on dise qu'elles crient que les hommes. Ah, ça, je ne savais pas, mais ça ne m'étonne absolument pas. J'ai souvent entendu dire « she's bossy ». Alors, bossy en anglais, ça veut dire commandante. Mais c'est pas un compliment, hein. Et moi, j'ai souvent tendance à dire non, she's not bossy, she's assertive. Et c'est pas la même chose.
Et je m'amuse maintenant à dire à mes collègues hommes, quand j'ai l'impression qu'ils sont assertifs, de leur dire « Ouh, t'es bossy là, c'est super, bravo !» Juste pour qu'en fait, notre langage aussi change, qu'on arrête d'utiliser certains mots de façon très négative pour décrire les femmes, alors qu'on ne le ferait jamais pour les hommes. Bon, ok, vous voulez dire bossy? Très bien, mais alors utilisons-le pour les hommes aussi, et assertif, vice-versa pour les femmes. Exactement. Et c'est pour répondre à ta question, pour moi, c'est exactement ça. Pourquoi c'est si dur? C'est parce que en fait, dès qu'on fait un pas de côté de ce comportement qui est attendu de nous, donc ça reste dans un petit scope. Dès qu'on fait un pas de côté, en fait, on le paye parce que on nous critique et on le paye. Je veux dire très concrètement, je veux dire ça peut nous coûter des jobs, des relations avec des collègues, etc. Et c'est assez impressionnant à voir. Et juste tiens à dire aussi que en plus de de ces injonctions sur notre façon de nous comporter, etc. Il faut aussi être physiquement la bonne femme, quoi. Une femme bien, c'est une femme qui est mince, qui est blanche, qui est hétérosexuelle, qui est jeune, voilà, Ouais. jolie selon les standards de beauté qui veulent notamment la minceur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la relation de la boutithérapie avec les origines de la créatrice et les origines des personnes comme toi et moi qui sommes blanches? Justement, c'est intéressant parce que c'est des discussions qu'on a beaucoup en ce moment au sein du collectif avec les instructrices, avec Maïmouna. Donc Maïmouna, elle est née en France, elle est d'origine malienne, donc elle est noire et il y a un certain nombre d'instructrices qui sont noires, d'autres instructrices qui sont blanches. Et on a beaucoup parlé ensemble déjà du sujet de la réappropriation, de l'appropriation culturelle, pardon, et puis du sujet des privilèges, c'est-à-dire que moi, par exemple, en tant qu'instructrice blanche, en tant que femme blanche de manière générale, je bénéficie au quotidien d'un certain nombre de privilèges de par le fait que je sois blanche, c'est-à-dire voilà, par exemple, je peux plus facilement, c'est assez paradoxal parce que toutes ces danses sont majoritairement de culture africaine, hein, c'est des danses afro-descendantes, afro-urbaines, etc. Mais le fait que je sois blanche, ça me permet de les danser sans être stigmatisée comme peut l'être une femme noire. Alors déjà, on va lui dire que c'est dans son sang, quoi. Oh mon Dieu. Ça c'est comme ça, c'est normal qu'elle sache danser parce que finalement c'est dans son sang. Ou alors on va lui dire que c'est justement vulgaire. Que c'est vulgaire, que c'est pas beau à voir parce que c'est trop sexuel ou quoi que ce soit. Des choses Est-ce que c'est sexuel? Alors premièrement, ça peut l'être, mais est-ce que c'est important? C'est pas important en fait. Ce qui est fou, c'est que effectivement, c'est des danses qui peuvent être, comment dire. En fait, en Occident, on a vraiment le don pour rendre sale et mauvais et malsain tout ce qui s'approche de la sexualité. Je reprends l'exemple de la mapuka. C'est une danse qui était dansée pour célébrer la déesse de la fertilité. Alors oui, on peut dire qu'il y a un lien avec la sexualité, parce que voilà, la fertilité, c'est en lien avec la sexualité quelque part. Mais il n'y a pas du tout cette notion de tabou ou quoi que ce soit. Enfin, encore une fois, on est presque tous nés de sexualité et on a presque tous une sexualité, quelle qu'elle soit. Et du coup, quelque part, moi, une chose que j'ai apprise à la boutithérapie, c'est cette notion de... Par exemple, il y a des danses où on danse à quatre pattes, il y a des danses vraiment très suggestives, etc. Et j'ai appris pour la première fois que je pouvais danser ces danses-là pour moi et qu'en fait, ça me faisait du bien à moi d'explorer cette sensualité et même cette sexualité que j'ai à l'intérieur, mais c'est pas pour séduire, c'est pas pour le regard des autres sur moi, des hommes, ne nous le cachons pas, c'est en fait le faire pour moi déjà. Il y a un côté empouvoirant. Et d'ailleurs, j'anime aussi des ateliers au sein d'une structure qui s'appelle Sexopraxis, qui développe aussi beaucoup de choses autour de la sexualité. Il y a des thérapies, des sexothérapeutes, etc. Puis il y a tout un tas d'ateliers. Et puis il y a vraiment cette notion que la boutithérapie, elle peut aussi aider à se reconstruire, notamment après des traumatismes qui peuvent être d'ordre sexuel, pour justement se reconnecter à nous, à notre corps et à nos sensations corporelles. Et ça, c'est pour moi un premier pas essentiel pour retrouver le chemin d'une sexualité épanouie, par exemple. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi et comment est-ce que la fondatrice de la boutithérapie a développé cette danse? Alors déjà, je peux conseiller aux auditeurs et auditrices de lire son livre qui s'appelle « Je me relève » où elle explique vraiment tout son parcours. Donc Maïmouna Coulibaly, elle a vécu des traumatismes d'ordre sexuel, notamment très jeune.
Elle parle dans son livre notamment de l'excision qu'elle a vécue, de plein de violences sexuelles, de violences conjugales aussi qu'elle a pu vivre au cours de sa vie. Et en fait, elle explique à quel point, et c'est très intéressant comment elle l'explique, en parallèle, voilà, elle a toujours dansé, et comment finalement elle a trouvé dans la danse le moyen de retrouver justement son pouvoir. Et elle parle vraiment de survie. C'est-à-dire que elle dit c'est ce qui m'a permis de survivre. Et la boutithérapie, ça s'est développé grâce à tout ça, mais quand même malgré tout assez tardivement dans son expérience avec la danse, où elle a compris, et je pense qu'elle a assemblé tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qui lui avait fait du bien, et elle l'a condensé au sein de ce concept, la boutithérapie. Et surtout, le plus important, c'est que maintenant, elle le diffuse avec énormément de générosité, puisqu'elle forme des instructeurs, instructrices. Et puis, voilà, maintenant, il y a des cours de boutithérapie dans plus de 10 villes, je crois. Et au fait, si je t'entends bien et je te comprends bien, danser, bouger ses fesses, c'est pas seulement accepter qu'on a une sexualité et que cette sexualité ou cette partie de nous, elle est aussi là pour nous faire plaisir, mais c'est aussi réclamer notre propre place dans la société, dans l'espace physique, pas seulement à la maison, mais aussi public. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont peu de place dans l'espace public, et quand elles l'occupent, finalement, elles ont peur, de façon tout à fait justifiée, puisqu'il y a énormément encore de harcèlement de rue, d'agressions, etc. Et aussi, j'aimerais dire que ça commence très tôt. Il y a des études qui ont été faites dans les écoles pour vraiment les tout petits, où en fait on voit qu'il y a une immense majorité de l'espace dans les cours de récréation qui est utilisé par les garçons. Et cet espace, non seulement il est central, il est immense, mais aussi il est non circonscrit, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Alors que les filles, elles vont être plus en périphérie, elles vont être dans des espaces plus cachés, un préau ou une petite salle ou quoi que ce soit. Donc ça commence très tôt, juste pour le dire, parce que l'espace n'est pas conçu pour l'égalité finalement. On pense au terrain de foot, qui est un sport quand même majoritairement masculin actuellement, mais ça continue après. Et nous, par exemple, à la boutithérapie, on danse pas que à l'intérieur, on danse aussi dehors, et notamment à l'occasion des grandes manifestations féministes. On organise des flash mobs, donc on danse en manifestation pour l'ouverture des marches qui sont organisées par les collectifs féministes. Et c'est vraiment un moyen pour nous de dire on existe. On a le droit d'être là, on a le droit de bouger, on a le droit d'exister avec comme de la façon dont on veut s'habiller. C'est pas une invitation, c'est pas une recherche de séduction, c'est juste d'avoir le droit d'être comme on est. Exactement, d'investir cet espace en sécurité et en imposant notre puissance et en faisant du bruit. Donc c'est-à-dire l'espace qu'on prend, il est physique, puisqu'on arrive, on danse, on est 20, 30, 40, on crie, on met de la musique. Et c'est notre moment. Voilà. Et c'est un moyen de montrer on est habillé, plus ou moins court ou quoi que ce soit. Peu importe nos corps, on n'est pas là pour performer, pour démontrer une compétence ou quoi que ce soit. On est juste là pour dire on existe. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on fait ça, les gens qui sont là, ils sont conquis en fait par cette énergie. D'ailleurs, après, les gens ils viennent danser avec nous, petits, grands, hommes, femmes. Enfin, c'est assez magique. Les gens nous félicitent, les gens nous applaudissent, les gens nous disent que on les inspire, etc. Enfin, quand on regarde les photos, quand on regarde les gens nous regarder, c'est juste plein de sourires, quoi. Ça met juste tellement l'ambiance et tellement une bonne énergie. Et après, il y a les commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais, ça, je voulais t'en parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de commentaires, notamment qui disent que c'est pas beau, que c'est pas comme ça qu'en fait on va se battre pour les droits des femmes, qu'on dessert notre cause, etc. C'est que la boutique choque beaucoup certains féministes. C'est ça. Et il y a même des gens qui nous disent mais qu'elles gardent ça dans leur salle de danse. Et c'est un commentaire que je trouve intéressant, c'est en tant que femme, tout ce qu'on fait, ça doit rester dans l'espace privé. Ouais. C'est-à-dire que on est constamment repoussé dans l'espace qui est censé être le nôtre, c'est-à-dire à la maison, à s'occuper des enfants, mais de manière plus générale, l'espace privé. Parce que l'espace public, c'est l'apanage des hommes. Et c'est pour ça que pour moi, danser dans la rue, c'est un acte fort. Et aussi, je tiens à le dire aussi, c'est que je trouve que le monde est dur. Enfin, il y a des combats à mener qui sont quand même terribles, que ce soit au niveau politique, au niveau féminisme, au niveau écologie, etc. Et à travers cette forme de militantisme, on trouve beaucoup de joie. C'est-à-dire que vraiment, ça nous donne une énergie incroyable. Alors, il y a vraiment le trac du départ, etc. Mais quand on danse, quand on est ensemble et quand on est unis par cette force, c'est juste fou et ça donne vraiment de l'espoir aussi.
Puis, c'est reprendre sa place et aussi montrer qu'on peut être en sécurité dans l'espace public. C'est ça, exactement. Parce que là, je peux vous dire. Alors, c'est arrivé à un flash mob que les filles se fassent agresser, qu'il y ait des hommes qui viennent, qui les touchent, etc. Donc, horrible. Et du coup, ce jour-là, d'ailleurs, c'était sur la place de la République à Paris. Et Maïmouna, du coup, elle est allée danser avec toutes les danseuses. Elles sont allées carrément sur la route. Donc, elles ont bloqué les voitures, etc. Justement. Bravo pour cette action. On a le droit d'être en sécurité sur la place publique. Ce qui m'amène à ma prochaine réflexion. Il y a l'actrice américo-irlandaise qui a fait un commentaire il y a quelques semaines, ou quelques jours plutôt. Elle s'appelle, je m'excuse pour la prononciation, Saoirse Ronan. Et puis, elle a évoqué la question de la sécurité et de l'autodéfense pour les femmes dans une interview. Et ça a semblé dérouter tous ses compatriotes masculins. Pourquoi est-ce que ça semble tellement bizarre pour les hommes de se dire « Ah oui, au fait, une femme, elle doit se défendre quand elle est dans la rue. » Avec tous les moyens qu'elle a, notamment son téléphone si besoin. Oui, alors c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait partie des nombreux impensés finalement chez les hommes qui n'ont pas à se poser la question. Ouais. Ils l'ont pas considéré. Exactement. Et je pense que c'est vraiment comme, en tant que femme, on a très vite compris. Et quand je dis très vite, c'est très vite parce que, en tout cas, en France, il est prouvé que les premières remarques à connotation sexuelle ou quoi, c'est en moyenne entre 11 et 13 ans. Donc, c'est vraiment très tôt. Et donc, nous, on a intériorisé et même c'est inconscient maintenant. On sait, quand on sort, on se demande comment on s'habille. Est-ce qu'on a des chaussures qui nous permettent de marcher ou de courir plus vite? Quel trajet on va prendre? Voilà, il y a des femmes qui adaptent leur trajet pour éviter les petites rues, etc. Enfin, en fait, on a mis en place un nombre incalculable de stratégies de survie et de sécurité. Et ça, en fait, les hommes ne s'en rendent pas compte parce qu'on ne se fait pas agresser quand on marche avec un homme. Et les hommes, vraiment, je me rappelle d'un ami qui me disait qu'il avait vu dans sa ville une campagne contre le harcèlement de rue, etc. Puis il me disait, bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème, quoi. Et puis, du coup, alors, pour sa défense, il avait posé la question à sa mère et à sa sœur et il avait halluciné de voir que, bah, évidemment, elle se prenait des remarques tout le temps, etc. Et en fait, je pense qu'on minimise, déjà les hommes minimisent ces micro-agressions parce que c'est la répétition en fait qui crée de l'insécurité. Et ils se rendent pas compte. Et donc quand on leur dit, bah oui, en fait, moi, dans la rue, je mets mes écouteurs, mais peut-être je mets pas de musique parce que je veux entendre ce qui se passe autour de moi. J'ai réfléchi à comment je m'habillais. Moi, quand j'étais ado, je sortais toujours, quand j'allais en soirée ou quoi que ce soit, je sortais toujours avec une tenue de rechange pour prendre les transports en commun. Enfin, en fait, toutes ces stratégies, on en a même plus conscience. Moi, je me suis rendu compte que j'avais intériorisé que c'était normal. C'était complètement normal. Mes parents très jeunes m'ont dit, mais si t'as le moindre souci, tu prends un taxi, on te le paye, etc. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui disent ça à leurs garçons adolescents. Je trouve ça incroyablement triste. Moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué. J'étais à un cours de yoga et puis le prof était en train d'expliquer je sais plus, une théorie, je sais pas quoi. Et la majorité d'entre nous, on était un peu avachis comme ça. Et puis il nous regarde puis il dit, mais sortez votre poitrine, soyez fiers les filles, vous avez des seins, on n'est plus en 1800, vous n'avez pas le droit de montrer vos atouts. Et là, je me suis dit, oh punaise. Au fait, nous qui sommes avachis en présence d'autres hommes, c'est juste une façon de nous protéger pour pas qu'on soit sexualisé, pour pas que notre corps devienne un objet. Et ça s'arrête là. Au fait, c'est juste ça. C'est pas une question de on n'est pas assez fiers de nous, c'est on nous a appris à partir du moment où on est sorti de l'enfance et qu'on est rentré, qu'on a fait les premiers pas dans l'adolescence, à pas mettre de jupe trop courte, à avoir des chaussures confortables pour pouvoir marcher, à ne pas avoir trop de décolleté. Mais non, en fait, moi, j'ai envie de dire stop, j'ai envie de taper sur la table et de dire c'est pas à moi. Moi, je m'avachis aujourd'hui parce que c'est ce qu'on m'a appris depuis 30 ans. Mais j'aimerais ne pas avoir appris cette leçon. Et que ça soit pas seulement les parents, mais aussi la société, parce qu'il y a plein de parents qui font ça merveilleusement bien, mais le message de la société, il reste là. Exactement, et puis tu as mis le mot dessus, c'est la notion d'objectivisation, c'est-à-dire aujourd'hui, les femmes sont considérées plus comme des objets que comme des sujets, et ça se voit dans les représentations, les pubs, on parle maintenant de male gaze, notamment dans le cinéma, donc le fait que finalement le cinéma et les objets culturels sont construits à travers le regard des hommes. Et c'est sidérant. Et quand on l'a vu, c'est difficile de ne plus le voir parce que c'est partout. C'est partout, partout, partout. Et effectivement, la femme est objet, la femme est attribut. Elle vient magnifier l'homme. Et ça se retrouve
tellement de choses. Enfin, le nombre de films où il y a des acteurs qui ont 50 ans, des actrices qui jouent avec des actrices qui ont 20 ans, alors que par exemple, des biopics, c'est complètement l'inverse. Enfin, des trucs de fou. Et tu disais à la sortie de l'enfance, mais ce qui est dingue, c'est que c'est même avant. Je veux dire, les habits des petites filles sont plus serrés que les habits des petits garçons, mais même pour les nourrissons. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et ça a des impacts directs, c'est-à-dire qu'un habit plus serré, ça veut dire moins de mobilité, ça veut dire moins de développement psychomoteur. Enfin, tout ça, ça a des vrais impacts. Il a été même montré qu'on ne tenait pas les nourrissons dans nos bras de la même façon en fonction que ce soit des nourrissons garçons ou des nourrissons filles. On tient les petites filles beaucoup plus dans ses bras que les petits garçons. Exactement, et du coup on les enserre plus, on les garde plus en sécurité, et du coup ça les empêche aussi, et ça se retrouve dans les petites classes où finalement les filles, c'est montré, elles font moins d'activités en extérieur. En fait, tout ce qui est plus dangereux, salissant, qui risque plus d'abîmer leurs habits, de les faire avoir un petit bobo ou quoi, on les encourage moins à le faire, et du coup elles intériorisent qu'elles n'ont pas les capacités de le faire, qu'elles ont moins en tout cas les capacités de le faire. Et pour revenir au fait que le corps est un objet chez la femme, j'aimerais juste en quelques phrases qu'on discute du fait que la boutithérapie, c'est justement une méthode utilisée pour apprendre aux gens que le corps de la femme, même s'il est en train de bouger, même s'il est vêtu de très peu de centimètres carrés d'habits, n'est pas un objet, n'est pas là pour votre admiration, messieurs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, justement, je pense que ça aide les femmes à se réapproprier leur corps comme faisant partie d'elles aussi. Parce que finalement, il y a aussi un biais qui est un peu une échappatoire, et c'est pas une critique, mais c'est que notre corps, il a été à tel point objectifié que finalement, il y a un mécanisme où on s'en sépare, où on n'est plus en lien avec lui, où on coupe et on devient des êtres purement intellectuels. On se dit, mais moi, je suis une femme forte, j'assure dans mon boulot, je gère, etc. Mais on s'oublie, on oublie notre corps, donc aussi, on tombe malade, et puis les complexes, et puis on en veut à notre corps pour ce qui nous renvoie, etc. Et finalement, pour moi, la boutithérapie, mais comme beaucoup de pratiques psychocorporelles, et ça, moi, je crois beaucoup, je parle beaucoup d'une philosophie tête, cœur, corps, justement de recréer l'alliance entre les différentes parties qui font ce qu'on est. Parce que sans corps, on n'est rien, on n'est pas des êtres éthérés. Et du coup, à travers la boutithérapie, on reprend confiance aussi en ce lien qu'on a corps, émotion, intellectuel. Je pense, je ressens, et je vis, je fais, je ressens mon corps aussi. Et il y a quelque chose qui se passe, et je trouve qu'il est très empouvoirant aussi là-dedans, je suis tout à la fois, et je suis pas compartimentée, je suis pas un corps pour satisfaire au désir sexuel, je suis pas juste un être émotionnel comme on nous le fait souvent croire, mais enfin bon, je pense que les gens n'ont jamais regardé la télé, et les hommes politiques qui sortent de leur gond et qui disent n'importe quoi tout le temps, et une tête qui pense. Et on est les trois, et en fait, si on arrive à trouver l'alliance avec ces trois, alors là, on peut faire des miracles. Mais je pense que c'est cette alliance qui est notre puissance, et c'est cette puissance qui est vraie. Exactement. Et c'est pour ça qu'on nous empêche de nous exprimer, de penser, de bouger. Exactement. En Iran, je veux dire, les femmes, elles n'ont pas le droit de danser, elles n'ont pas le droit de déclamer de la poésie, elles ont même plus le droit maintenant d'entendre leur propre voix. Et on voit à quel point tout ça, pourquoi ça se verrouille autour des femmes, de leur éducation, etc. Parce que tout ça, ça leur redonne du pouvoir sur elles-mêmes. Pareil, l'avortement, c'est juste, en fait, c'est ton corps, tu décides ce que tu fais avec. Tous les gens qui se battent contre l'avortement, à aucun moment ils se battent pour la vie. À aucun moment. Ils se battent contre le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Et ça te fait ressentir quoi par rapport au futur? Ça te donne envie de donner quoi comme conseil à notre audience qui se sent peut-être un peu déstabilisée par notre conversation? Si on a pour nos hommes auditeurs, tu auras envie de leur dire voilà les actions que vous pouvez prendre, et pour les femmes qui nous écoutent, voilà ce que vous pouvez faire. Donne-nous des conseils, là on a besoin d'être guidés. Alors, je dirais pour les femmes, moi j'ai trouvé tellement de puissance dans les cercles de femmes, en fait, dans les lieux, finalement, n'importe quel lieu où on peut se sentir en sécurité. Ça peut être la boutithérapie, bien sûr, mais ça peut être le théâtre, ça peut être quoi que ce soit, un club de tricot, enfin, que sais-je, mais un endroit où là, on se dit, OK, on peut souffler. On n'a plus sur nos épaules les carcans, les injonctions, etc. On se dit, mais là, je peux être juste moi. J'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit. Et je peux aussi exprimer mes vulnérabilités, mes faiblesses et mes blessures.
Parce que exprimer ses blessures à l'intérieur d'un endroit safe, ça fait des miracles, réellement. Donc, trouver ces endroits safe, parce que ces endroits safe, ils nous redonnent de l'énergie pour après remettre dans le monde. Et le monde en a besoin. Pour les hommes, alors d'abord, je leur conseille d'écouter et de se taire. Attends, il faut comprendre. D'écouter et de se taire. Oui. Et moi, j'ai envie encore de rajouter, ne ramenez pas tout à vous. Voilà. Bah, typiquement, on entend beaucoup le not all men et je me dis, mais comment, à quel moment on lit des récits d'agressions sexuelles terribles, etc. et on se dit, non, mais pas moi. Je veux dire, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, on parle pas de vous. En fait, on parle de la construction de la masculinité et de se dire, plutôt que de dire non, pas moi, de dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Et moi, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est de transformer la culpabilité en responsabilité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tous coupables, mais vous avez une responsabilité. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez jamais violé. Déjà, bravo, ça mérite pas un cookie. C'est normal, c'est juste être un humain décent. Mon Dieu! Mais est-ce que vous avez déjà repris un ami à vous qui avait des propos problématiques? Oui. Est-ce que quelles œuvres vous regardez? Quelle pornographie vous consommez? Comment vous vous comportez avec vos amis femmes? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Est-ce que vous êtes tué et vous avez écouté? Voilà, il y a plein de ressources sur Internet, gratuites en libre service sur Instagram. Donc, écoutez, lisez, parce que maintenant, les féministes, elles ont fait le job pour vous. Donc, vous pouvez tout lire. Comment être un bon allié, etc. J'ai pas besoin de vous faire une liste. Vous pouvez vraiment trouver et juste de prendre vos responsabilités et de dire, c'est quoi le premier petit pas que vous pouvez faire? Ouais. Et voilà. Et si vous ne savez pas, demandez, venez vers nous les femmes et dites-nous, ok, j'ai lu tout ça, je suis choquée, je suis outrée, ou peut-être je suis juste inconfortable, ou peut-être rien du tout. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Ou qu'est-ce que toi tu aurais besoin pour te sentir en sécurité? Verbalisez, écoutez-nous, demandez-nous ce dont on a besoin. Exactement, et je fais lien avec, tout à l'heure on parlait aussi de racisme systémique, etc. Moi en tant que femme blanche, je dis pas que je suis coupable, mais j'ai une responsabilité. Bien sûr. J'ai grandi dans une société raciste, donc forcément, j'ai des biais racistes. J'ai pas envie, mais c'est le cas. Et du coup, j'ai un travail conscient et actif à faire pour lutter contre ces biais. Ça va pas se faire tout seul, juste en disant, mais moi, je suis pas raciste, et voilà. C'est de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc, on achète des livres, on écoute les personnes concernées, et on fait de son mieux, et on accepte de se tromper et de faire mieux toujours. Et de se faire corriger. Exactement. Voilà. Est-ce que, pour conclure cette interview, il y a une chose que tu aimerais rajouter aujourd'hui? Alors oui, j'aimerais bien lire un petit extrait justement du livre de Maïmouna qui s'appelle « Je me relève », qui parle justement des flash mobs. Est-ce que tu peux nous montrer la couverture? Je vous montre la couverture. Magnifique. Flash mob. Nous nous retrouvons donc en stage de bouti-thérapie, spécial cercle de femmes. Je demande aux boutiquilleuses, entre deux danses, d'écrire sur un papier de façon anonyme un trauma qui les a profondément affectées. Nous sommes assises en cercle et chacune lit un des papiers. Nous tentons alors d'apporter des réponses, des solutions, des pistes pour que la personne puisse commencer à gérer ce trauma et avoir plus de puissance pour accomplir les projets qui lui ressemblent et lui tiennent vraiment à cœur. Dans ces moments-là, des liens incroyables se créent entre les femmes. Les forces de la sororité sont là. On passe maintenant au Mapuka, cette danse guérisseuse traditionnelle originaire de Côte d'Ivoire. Danse qui a été utilisée à d'autres effets pour satisfaire les fantasmes masculins, mais que nous pratiquons surtout pour réveiller notre deuxième cerveau, le centre de nos émotions, nos fesses, notre bassin, notre sexe, quoi. Le lendemain, je me retrouve avec toutes ces femmes venues en train ou en avion et nous dansons sous la pluie, place de la République à Paris, devant la gigantesque Marianne qui s'impose en symbole de liberté. Nous revendiquons, nous nous révoltons, nous pestons, nous crions, nous dansons, nous nous embrassons, nous nous élevons, nous nous permettons d'être nous-mêmes. Nous voyons les champs des possibles qui étaient cachés par ces traumas. Nous planons. On a le droit d'être faible parfois. On ne peut pas être une guerrière à 100%. Mais nous pouvons faire des miracles quand nous nous soutenons les unes les autres. Mon pouvoir est de transformer les traumas, la douleur, en force. C'est ce que j'ai dû faire toute ma vie pour survivre. Merci. Merci infiniment. Ça a été absolument incroyable de parler avec toi, Julia. Je suis émue. Je vais reprendre mes esprits et on va conclure cette interview. Merci beaucoup à toi. Merci.
Mais avant qu'on finisse, sur une note un tout petit peu plus légère, j'aimerais te poser 3 questions, si tu es d'accord. Bien sûr. La première, c'est quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Mon souhait le plus cher, c'est d'abord de mettre l'amour au centre de ma vie et de trouver la place qui me permette, tout en étant alignée, de contribuer à un monde plus juste. Merci. On en a tellement besoin. Chacun à notre façon, je pense qu'on peut apporter notre édifice à un monde plus juste, plus égal. Et je te demande, s'il te plaît, de compléter ces phrases. Le monde a besoin de plus D'amour. Oh oui. Et je suis reconnaissante pour ma santé et pour tout l'amour que j'ai reçu. Et la question la plus légère de l'interview aujourd'hui, si je pouvais cuisiner une chose pour toi, qu'est-ce que ça serait? Ce serait des cookies vegan. C'est noté. Au chocolat ou à quoi? Oui, au chocolat. Ah oui, oui, on et est sans d'accord. raisin. Oui, sans raisin, au chocolat. D'accord. Julia, j'apprécie tellement ta présence sur notre podcast. Merci d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. À notre audience, merci pour votre écoute. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin ou envie de cet épisode très particulier, partagez-le. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.